Merci pour l'invitation. Ça me donne l'occasion d'exprimer ce qu'a pu faire une organisation de défense des droits humains comme Human Rights Watch depuis le mois de février sur le dossier libyen, qui est un des nombreux dossiers que bien sûr nous suivons dans cette année exceptionnelle 2011, fin 2010, début 2011 dans le monde arabe. Et donc je risque de dire des choses qui ne sont pas exactement en ligne avec ce que vous venez de dire, mais je vais essayer de préciser, de dire avec le plus de précision possible ce que nous avons fait et ce que nous avons conclu. Human Rights Watch, je pense que tout le monde connaît, organisation internationale, défense des droits humains, l'équivalent d'Amnesty au niveau international en termes de méthode, des enquêtes, une diffusion de ces enquêtes auprès des médias, du lobbying auprès des décideurs. La différence, c'est que nous n'avons pas de base sociale comme Amnesty a su la construire dans le monde. Et donc, nous sommes avant tout un groupe disons, une équipe de salariés qui, de par le monde, mène ces enquêtes et fait ce travail d'information des médias et de lobbying. Sur la Libye, c'est un pays que nous suivons depuis longtemps. J'ai calculé ce matin que nous avons émis ou diffusé 150 communiqués de presse sur la Libye depuis 2004, une dizaine de rapports complets, donc tout ça est sur le site de Human Rights Watch, hrw.org. La plupart des choses sont en anglais et en arabe, il y a très peu de choses en français sur la Libye, veuillez nous en excuser. Et donc c'est donc pour vous dire un pays qu'on suit depuis longtemps, et on a eu l'occasion d'aller en Libye, sous Kadhafi, après de longues négociations pour pouvoir avoir accès à telle prison, à tel endroit, pour surveiller soit le traitement des prisonniers, soit le traitement des demandeurs d'asile en Libye. Donc ça c'était avant le mois de février 2011. Depuis le mois de février, on a sorti, j'ai calculé, 62 communiqués de presse en 5 mois. Donc vous voyez, ça fait comme une petite quantité de littérature. Il y a en gros 4 périodes dans cette 5 périodes dans ces 6 mois qui se sont écoulés. Les premiers jours où nous étions, je pense, faudrait des chercheurs certainement feront ce travail avec beaucoup plus de rigueur scientifique que nous pouvons le faire, mais je pense que nous étions la seule source d'information sur les nombres de victimes en Libye. Pourquoi? Parce que comme je le disais, depuis 7 ans, nous étions en contact avec des juristes, des avocats, des juges, des médecins, des infirmières qui ont pu faire passer l'information. On avait leur numéro de téléphone, donc on a réussi à les joindre pour qu'ils nous disent le bilan de la répression qui s'était abattue dans les premières villes donc de la Cyrénaïque, Benghazi et autour, où les premières manifestations ont eu lieu et les premières vagues de répression ont eu lieu. Le 18 février, donc je pense que ça commence le 16, la répression. Le 18, nous sortons déjà un bilan de 84 morts. Et pendant comme ça 10 jours, nous sommes les seuls. Et puis assez rapidement ensuite, la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, par ses correspondants de la Ligue libyenne des droits de l'homme qui sont basés à Londres, diffuse également des chiffres. Donc nous ne sommes plus à un moment, ces chiffres sont confirmés par d'autres sources, d'autres réseaux associatifs. Et jusqu'à ce moment-là, les médias ne sont pas encore présents sur le terrain. Ils sont à la frontière égyptienne et tunisienne en piaffant d'impatience de pouvoir entrer en Libye et d'avoir des contacts leur donnant des informations fiables. Une deuxième période qui s'écoule juste après, autour du 25-27 février, où la gravité de la répression, le nombre de morts, on est de notre point de vue environ à 300 morts à ce moment-là sur l'est de la Libye, dans les 5 ou 6 villes qui se sont révoltées. Nous demandons que le Conseil des droits de l'homme suspende la Libye, qui était encore membre à l'époque du Conseil des droits de l'homme. Nous demandons l'établissement d'une commission d'enquête internationale. Nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est quasi tout ça va très très vite, le 27 février c'est le jour de l'adoption de la résolution 1970, donc au moment où le Conseil de sécurité saisit la Cour pénale internationale, nous émettons immédiatement, ou juste avant, je ne sais plus, un communiqué et confirmant effectivement la possibilité pour la Cour pénale et la compétence que devrait avoir la Cour pénale sur le type de crimes qui sont commis en Libye. Nous demandons également à la Cour africaine des droits de l'homme de se mobiliser, et d'ailleurs, un mois plus tard, elle émettra son premier jugement qui fera date, je pense, premier jugement condamnant un État membre pour les crimes commis sur son sol.
À partir du mois de mars, nous continuons d'insister sur la gravité des violences qui sont commises, tant à Tripoli qu'à Benghazi. C'était les combats avaient lieu autour de Benghazi. Et Tripoli était tout à fait sous contrôle de Kadhafi, et avec des dizaines, des centaines de personnes, de notre point de vue, d'après nos informations, qui étaient soit mortes pour quelques dizaines, et certainement des centaines et des centaines de personnes arrêtées, disparues, dont on ne savait rien en termes de lieux de détention. Pour faire ce travail, je voudrais juste dire qu'on avait 4 personnes à plein temps qui ont travaillé sur la Libye, donc 2 qui connaissaient très bien le terrain, 5 même, le bureau du Caire s'était mobilisé bien sûr, donc 5 personnes, plus tout le staff Human Rights Watch ici et là qui était mobilisé, donc une capacité d'enquête, de contact, de présence, qui nous a permis d'être notamment tant à Benghazi, à Misrata, dans les premiers jours où ces villes ont été accessibles pour les étrangers, les observateurs indépendants. Donc on s'est beaucoup mobilisé sur les formes de violence au mois de mars, les journalistes emprisonnés, etc. Au mois d'avril, on a travaillé beaucoup plus sur le type d'armes utilisées, les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions, les risques d'utilisation des armes par les forces de Kadhafi, d'armes qui ont des effets indiscriminés, qui ne sont pas ciblés sur des objectifs militaires, donc qui peuvent être la source de crimes de guerre. Et mais également à ce moment-là, nous attirons l'attention sur la gravité des risques, des modalités militaires utilisées tant par les rebelles que par l'OTAN. Et nous demandons à ce que, bien sûr, l'OTAN fasse preuve d'une grande prudence dans ses frappes. Et contrairement à ce que vous disiez, excusez-moi de vous contredire là-dessus, jusqu'à présent, à moins que quelqu'un me prouve le contraire, les dommages collatéraux n'ont pas été gravissimes en Libye. Sauf à moins que quelqu'un ait des preuves ici présente depuis maintenant 1 mois que la Tripoli est accessible, les enquêtes ont lieu, des journalistes sont sur le terrain. Si quelqu'un me dit tel endroit il y a eu 500 morts ou 300 morts ou 200 morts civils à cause des frappes OTAN, je suis prêt à l'entendre et à y enquêter. Si l'information nous intéresse beaucoup, bien sûr, et je voudrais juste rappeler que la Cour pénale internationale a possibilité d'enquêter tant sur les crimes commis par Kadhafi que les crimes commis par les rebelles, que les dégâts, les dommages collatéraux qu'a pu commettre l'OTAN dans sa stratégie. Donc on a travaillé là-dessus, on a découvert les bombes à sous-munitions, à Misrata, les mines antipersonnelles, on a demandé, les rebelles se sont très vite engagés à ne pas en utiliser, alors que Kadhafi semblait en a utilisé, ça c'est certain. Et à partir du mois de mai, juin et jusqu'à présent, on a également beaucoup insisté sur la méthode de prise de pouvoir des rebelles, de protection des civils, d'obligation de protéger les ressortissants ouest-africains ou subsahariens qui sont présents en Libye, de ne pas tous les assimiler, bien sûr, à des mercenaires, et donc de faire vraiment très attention sur la manière de procéder dans la prise de pouvoir, de contrôle des différentes villes qu'ils ont conquises. Donc voilà un peu la démarche que nous avons suivie entre février, mai, juin, et puis jusqu'à maintenant. Je voudrais rappeler qu'on est dans un contexte très particulier en février, on sort de la Tunisie et de l'Égypte, on est tous vraiment impressionnés par le courage des populations, des citoyens qui descendent dans la rue pour revendiquer démocratie, état de droit, liberté d'expression ou d'association. Les Libyens ont le courage de descendre dans la rue, ils se font réprimer très gravement à Benghazi et puis ensuite à Tripoli et dans d'autres villes, et nous saluons effectivement le mois de mars, bien sûr, quand la résolution 1973 est passée. Pour nous, effectivement, l'utilisation du concept de responsabilité de protéger nous semble adapté à la situation en Libye, et nous avons défendu ce concept dès sa discussion initiale il y a plusieurs années aux Nations Unies. C'est la première fois qu'il est appliqué d'une manière militaire, sachant que la R2P, comme on dit, la R2P, responsabilité de protéger, a toute une graduation des phases avant d'arriver à l'intervention militaire, et c'est justement cette graduation qui nous semble intéressante, avec la CPI qui intervient à un moment, les pressions, les sanctions, les dialogues, toutes ces phases préliminaires. Nous ne souhaitons pas l'intervention militaire, mais effectivement nous prenons acte que dans le droit international, cette intervention militaire est possible, in fine, si les pressions n'ont pas été couronnées de succès. Mais les fameux 3 journalistes qui étaient tués près d'un relais de télévision à Tripoli, etc., jamais eu les noms, jamais.
etc. Donc il y a plein de choses étranges dans les informations qu'a communiqué le clan Kadhafi après sur les bombardements de l'OTAN. La CPI, je l'ai dit, peut intervenir. Les droits des civils, les droits des victimes, les droits des civils sont protégés. Pour nous, cette situation en Libye, ce courage politique, cette décision politique qui a eu lieu en accord avec la Ligue arabe et également avec l'Union africaine qui a également condamné la Libye, c'est quand même une situation extrêmement exceptionnelle qu'on ne reverra sans doute pas avant des années. Je suis tout à fait au courant du risque que cette situation et le fait que les forces de l'OTAN ont outrepassé leur mandat donné par la résolution de 1973 crée aujourd'hui d'énormes difficultés pour ne serait-ce que commencer à mettre des sanctions sur le régime syrien ou sur d'autres régimes parce que le comportement, la stratégie militaire suivie par les Occidentaux a paru comme étant une manière de tromper les autres puissances qui avaient donné leur accord mais qui aujourd'hui se retrouvent finalement spectatrices d'une situation qu'ils n'ont pas souhaitée. Donc on est bien au courant des risques que cela comporte et nous ne sommes pas du tout contre le fait que des gens, des associations, des juristes travaillent sur le fait que dans quelle mesure la résolution a été outrepassée. Effectivement, Oxfam, à juste titre, a condamné le parachutage d'armes aux rebelles par la France, considérant que c'était outrepasser le mandat de la 1973, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous regardons d'un point de perspective respect des droits humains. Nous pensons qu'en termes de respect des droits humains, les choses ont plutôt progressé en Libye, que Kadhafi, on l'avait déjà dit en 2007 quand Kadhafi est venu en France, on avait dit vous ne devez pas accueillir Kadhafi si vous n'obtenez pas de lui des avancées en matière de droits humains en Libye. On n'a jamais fait la moindre conditionnalité sur les droits humains en Libye dans le cadre de la réconciliation avec Kadhafi, que ce soit les Américains, les Britanniques ou les Français entre 2004 et 2007. C'est déplorable, mais malheureusement, c'était la réelle politique qui a prévalu à ce moment-là. Et que oui, le deux poids deux mesures existe. Nous en sommes les premiers convaincus que oui, ce qu'on a pu faire pour le peuple libyen, on va pas le faire pour les Syriens, on va pas le faire pour les Bahreïniens, on va pas le faire pour les Palestiniens, on va pas le faire pour les Yéménites, on hésite beaucoup, etc., etc. Mais on peut vous en donner des centaines des cas, et on peut parler de la Chine, de la Russie, de tout ce que vous voulez. Il y en a on est bien au courant, et c'est notre rôle à nous, l'association, de faire progresser ce droit international, et que quand on peut mettre vraiment la face au miroir les responsables occidentaux sur leur incohérence, sur leur stratégie diplomatique ou militaire vers un pays comme la Libye par rapport à ce qu'ils font sur d'autres pays, à mon avis, on a là des armes de persuasion politique qui nous semblent intéressantes à utiliser. Merci beaucoup.